Mes parents sont devenus fous. Une main a frappé la table. Un verre s'est brisé. Ils ne me regardaient plus comme leur enfant, mais comme quelque chose à éliminer. Le verdict était glacial: démissionnez, ou vous êtes renvoyé. Après 15 ans, et c'est tout ce qu'ils m'ont donné. Alors j'ai choisi de démissionner. En une seule phrase. 3 jours plus tard, leur avocat a appelé: comment définissez-vous la cessation complète de tout effet? Quand j'ai répondu, la directrice financière est devenue blême. Ils m'ont posé un ultimatum après 15 ans à tout construire de mes propres mains. C'était la phrase exacte. Mes parents ont frappé la table si fort qu'un verre s'est brisé. Ils ne me regardaient plus comme leur fille, mais comme quelque chose qui devait être éliminé. Le verdict glacial: démissionnez discrètement, ou nous vous renvoyons sur le champ. Après 15 ans, c'est tout ce que j'ai eu. Alors, j'ai choisi de démissionner avec une seule et unique phrase. 3 jours plus tard, leur avocat a appelé à 8h12 du matin, la voix déjà tremblante. Mademoiselle Dubois, pourriez-vous s'il vous plaît expliquer ce que vous entendez par cessation de tout effet? Quand j'ai répondu, le directeur financier est devenu complètement blême. Avant de vous raconter exactement comment je me suis retrouvé dans cette salle à manger un dimanche soir tranquille à Lyon, regardant mes propres parents réaliser qu'ils venaient de commettre la plus grande erreur de leur vie, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Sophie Dubois et j'ai 40 ans. J'ai passé 15 ans en tant que directrice des opérations au marché Bio Dubois, notre chaîne d'épicerie biologique familiale, ici même à Lyon, en Auvergne-Rhône-Alpes. Ils pensaient pouvoir m'effacer sans laisser de traces. Ils avaient tort. Mais avant d'aller plus loin, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement et laisser un commentaire avec la ville depuis laquelle vous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire portera. Ou partagez si vous avez déjà été confronté à quelque chose de similaire dans votre propre famille. Vous n'êtes pas seul. Maintenant, laissez-moi vous ramener au commencement. Ma carrière a débuté dans un petit bureau à l'arrière, à éplucher des chiffres sur des feuilles de calcul de fournisseurs biologiques pendant des heures. Le salaire était modeste, à peine suffisant pour couvrir le loyer de mon petit studio en banlieue lyonnaise et le trajet quotidien en transport en commun jusqu'à la ville. J'ai persévéré, apprenant chaque détail de la façon dont les produits frais passaient des fermes de la région Auvergne-Rhône-Alpes à nos étagères sans produits chimiques ni conservateurs. Ces premières négociations avec les producteurs locaux ont jeté les bases de tout ce qui a suivi. Année après année, j'ai gravi les échelons, assumant de plus en plus de responsabilités jusqu'à diriger la logistique de toute l'opération. Le chiffre d'affaires a grimpé régulièrement de quelques millions à 57 millions d'euros par an sous ma direction. Je dirigeais une équipe de 30 personnes réparties dans des magasins en Auvergne-Rhône-Alpes et dans les régions voisines, m'assurant que les stocks arrivaient à temps et respectaient nos normes de qualité strictes. Chaque fois que quelque chose n'allait pas, un camion en retard ou un problème avec un fournisseur, c'est moi qu'on appelait pour régler la situation. Gérard Dubois, mon père et le président directeur général, comptaient souvent sur moi lorsqu'ils ne se souvenaient plus du nom d'un producteur ou d'une clause de contrat. Lorraine Dubois, ma mère et la directrice financière, me demandaient fréquemment d'anciens dossiers de 2010 qui avaient disparu du logiciel mis à jour. Je pouvais toujours retrouver l'information dans mes propres dossiers de courriel soigneusement tenus, ceux que j'avais organisés depuis le premier jour. Les liens que j'avais tissés avec les fournisseurs étaient antérieurs même à l'entrée de mon jeune frère, Thomas, sur le marché du travail. La pression a commencé à monter lorsque les chaînes nationales ont intensifié leur concurrence sur le marché du biologique. Les marges bénéficiaires ont diminué, et mes parents ont conclu que l'entreprise familiale devait réduire les coûts pour rester compétitive. Ils ont commencé à licencier progressivement 10 employés vétérans d'âge mûr qui touchaient des salaires plus élevés, embauchant de jeunes diplômés universitaires heureux d'accepter la moitié du salaire sans discuter. Je considérais ces décisions comme profondément injustes, mais je gardais mes opinions pour moi et continuais à fournir des résultats. Ces changements se sont infiltrés dans nos dîners dominicaux de longue date dans la maison de banlieue où nous servions toujours une salade biologique maison provenant directement de nos propres fournisseurs. Gérard a abordé le sujet d'injecter une « nouvelle énergie » dans la direction. Lorraine a acquiescé, soulignant à quel point les dépenses de main-d'œuvre plombaient le bilan. Le soir même, mon invitation à la session de stratégie trimestrielle a disparu de l'agenda sans un mot. Quand j'ai interrogé directement Gérard à ce sujet, il a balayé ma question d'un geste léger, me remerciant pour mes efforts passés, mais expliquant que l'entreprise avait besoin de perspectives plus jeunes pour l'avenir. Mes principales fonctions, les négociations cruciales avec les fournisseurs,
ont été réattribués à Thomas, qui n'était dans l'entreprise que depuis 9 mois. Il possédait un réel talent en marketing numérique, créant des campagnes qui attiraient de nouveaux clients via les plateformes sociales, mais il manquait de familiarité avec les systèmes établis ou la confiance personnelle que j'avais gagnée auprès des agriculteurs au fil d'innombrables visites sur site à travers la région. La déception s'est installée lourdement. C'était plus qu'un emploi, c'était la famille. Les conversations au dîner se sont envenimées. Mes parents insistaient sur le fait que la survie exigeait de prioriser des individus comme Thomas, capables de faire des heures supplémentaires pour un salaire moindre. J'écoutais en silence, me remémorant chaque fin de soirée et chaque week-end que j'avais investi pour faire du marché bio du bois une marque de quartier fiable. Thomas a accepté ce rôle élargi avec une assurance apparente, bien que j'ai remarqué une brève hésitation lorsque l'ampleur de la tâche l'a frappé. Sa force résidait dans la promotion, générant un buzz en ligne qui augmentait sensiblement le trafic en magasin. Pourtant, lorsqu'une plainte sur la qualité a émergé en raison d'un approvisionnement irrégulier, il semblait ne pas savoir comment gérer les appels de suivi avec les partenaires de longue date. Mes parents l'ont soutenu malgré tout, disant qu'il avait simplement besoin d'un temps d'adaptation. Mon implication dans la planification clé a progressivement diminué. Je continuais à arriver à l'heure, à exécuter sans faille les tâches restantes, tout en sentant que les fondations que j'avais construites devenaient moins sûres. L'atmosphère familiale a également changé. Ces repas du dimanche se sont transformés en discussions tendues sur les allocations budgétaires, où ma contribution était de plus en plus ignorée. Gérard louait ouvertement les initiatives créatives en ligne de Thomas, tandis que Lorraine présentait des chiffres démontrant comment ma rémunération pesait sur les comptes. J'ai commencé à compiler discrètement des dossiers, sauvegardant des copies de chaque échange pertinent, me préparant à des éventualités que j'espérais ne jamais voir se concrétiser. La préférence n'était plus cachée, elle façonnait les décisions quotidiennes. Thomas continuait de lancer des campagnes numériques audacieuses qui généraient des pics de vente rapides. Mais lorsqu'un producteur a menacé de suspendre ses livraisons pour un retard de paiement, il s'est tourné vers moi en privé pour me demander conseil sur la manière d'arranger les choses. Mes parents ont présenté cette transition comme une évolution essentielle. J'ai maintenu un haut niveau de performance, arrivant tôt et partant tard pour assurer le bon déroulement des opérations malgré l'érosion progressive. Le fossé est devenu plus clair, la stabilité éprouvée contre la préférence non testée. Quelques membres de l'équipe m'ont approché de manière informelle pour obtenir des conseils qu'ils ne recevaient plus par les canaux officiels, soulignant la perturbation. J'ai également noté ces conversations, renforçant ainsi mes archives croissantes. Le poids d'être dévalorisé par mon propre sens est alourdi, lié à des attentes sur l'aptitude au leadership qui n'avaient rien à voir avec les résultats. Thomas révélait parfois son incertitude dans des moments de détente, admettant que certaines relations avec les agriculteurs lui paraissaient intimidantes, puis il n'a jamais contesté le favoritisme. Mes parents ont continué d'avancer, présentant cela comme la seule voie vers la longévité. Je suis resté calme, me concentrant sur l'excellence dans ce qui restait sous mon contrôle, en attendant la prochaine étape inévitable. La tension est montée d'un cran lors de la réunion mensuelle de la direction suivante. Gérard et Lorraine ont ouvertement critiqué mon approche de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la qualifiant de dépassée pour une industrie désormais dominée par les applications de livraison rapide et les attentes instantanées des consommateurs. Ils ont annoncé le transfert de 4 responsabilités essentielles supplémentaires à Thomas, juste devant tout le monde. Il s'est adossé avec un sourire satisfait, mais une ombre rapide d'incertitude a traversé son visage alors qu'il saisissait toute la complexité de maintenir une qualité de produit constante avec des petits producteurs locaux. Ils ont souligné que la promotion de mon jeune frère correspondait aux attentes familiales de longue date en matière de leadership. J'ai refusé de réagir extérieurement. J'ai continué à arriver au bureau chaque jour, accomplissant chaque tâche restante au plus haut niveau, tout en enregistrant en privé chaque instance d'exclusion, chaque commentaire désobligeant et chaque discussion sur la réduction des coûts pour le personnel expérimenté comme moi en faveur de Thomas. Mon dossier professionnel est resté impeccable, 15 ans d'évaluations excellentes, aucun avertissement au dossier, et de multiples reconnaissances, dont l'excellence dans la chaîne d'approvisionnement en 2017, le leadership en innovation en 2019, et le service distingué en 2022. Il ne pouvait pas mettre fin à mon poste pour des raisons de performance sans s'exposer à des risques juridiques majeurs. J'ai élargi ma collecte de preuves, conservant des copies des contrats avec les fournisseurs remontant à 2010 et capturant l'audio des réunions conformément au droit français. J'ai consigné chaque référence de mes parents à l'ancienneté ou au salaire comme justification du changement, et chaque avantage accordé à Thomas malgré son ancienneté plus courte,
le tout lié à des idées sur la préservation de la lignée familiale. À ce stade, j'ai contacté Jeanne Parlier, une avocate en droit du travail avec 25 ans d'expérience spécialisée dans les plaintes pour licenciement abusif et un taux de réussite de 80%. Son tarif horaire était de 380 €, et après 8 séances distinctes, les frais s'élevaient à 2850 €. Jeanne a examiné la tendance émergente et a identifié des signes clairs de licenciement déguisé. Elle a recommandé de refuser toute réduction de salaire et de continuer à rassembler méticuleusement des preuves jusqu'à ce qu'il force la situation. J'ai suivi ses conseils à la lettre. Entre-temps, des fissures opérationnelles ont commencé à apparaître. Thomas a bâclé un contrat clé avec un producteur, ce qui a entraîné des retards de livraison qui ont mis en péril un compte majeur. Mes parents l'ont protégé malgré tout, insistant sur le fait qu'il avait simplement besoin de plus d'expérience et que soutenir un fils servait le plus grand héritage. Je suis devenu de plus en plus marginalisé de jour en jour. La blessure personnelle s'est intensifiée parce que les décisions venaient de la maison, habillées d'arguments sur l'aptitude et la tradition qui ignoraient les résultats réels. Thomas continuait de lancer des campagnes numériques tape à accent grave-l'œil qui généraient de courtes poussées de nouveaux trafics. Mais lorsque les plaintes des clients ont grimpé en flèche à cause d'une fraîcheur inconstante, il semblait dépasser lors des appels de crise avec les partenaires. Gérard balayait ces problèmes comme étant temporaires, tandis que Lorraine ajustait les prévisions pour rationaliser le maintien des fonctions transférées sous la responsabilité de Thomas. J'ai maintenu une production exceptionnelle dans mon champ de compétences réduit, recevant une appréciation tacite du personnel, mais aucune reconnaissance de la part de la direction. La dévalorisation s'est accumulée régulièrement. Mon nom a disparu des listes de mise à jour des fournisseurs. Mes projections pour les besoins en stock sont restées sans réponse. Les canaux de retour d'informations établis m'ont complètement contourné. Chaque rejet s'ajoutait au dossier numérique grandissant sur mon disque sécurisé. Jeanne assurait des suivis réguliers, confirmant que le dossier se renforçait à chaque nouvelle entrée. Le sentiment de trahison était multiple, non seulement professionnel, mais enraciné dans des suppositions sur qui méritait l'autorité. Thomas montrait une vulnérabilité occasionnelle dans des remarques désinvoltes, concédant que certaines dynamiques avec les producteurs semblaient intimidantes. Pourtant, il acceptait le favoritisme sans protester. Mes parents sont restés résolus, présentant le changement comme vital pour la survie. J'ai gardé mon sang-froid, commençant tôt et finissant tard pour garantir des opérations quotidiennes fluides au milieu du démantèlement constant. La disparité s'est accentuée, la fiabilité démontrée contre la préférence héritée. Plusieurs collègues m'ont contacté en privé pour des conseils qu'ils ne pouvaient plus obtenir par les voies formelles, exposant le vide de leadership créé par le changement. J'ai également inclus ces échanges dans mes dossiers, créant une chronologie sans faille. Le sentiment d'aliénation s'est étendu, dépassant le lieu de travail pour atteindre la sphère familiale élargie où des vues dépassées éclipsaient le mérite. Jeanne a esquissé des stratégies de repli, avertissant que la confrontation se rapprochait. J'ai persisté à pleine capacité, préparé à l'escalade inévitable. Gérard m'a convoqué dans son bureau un vendredi après-midi, toujours un signe avant-coureur dans n'importe quelle entreprise. Il a expliqué la nécessité de se réaligner sur les cadres mondiaux, éliminant mon poste actuel et en créant un nouveau de coordinatrice senior à 85 500 € par an pour des responsabilités presque identiques. La manœuvre était claire, un licenciement déguisé, visant à dégager la voie pour que Thomas assume le plein leadership, motivé par la conviction que seul un fils pouvait correctement préserver l'héritage familial. J'ai gardé une expression impassible, j'ai répondu poliment que j'aurais besoin de temps pour examiner l'offre, et j'ai quitté la pièce sans autre commentaire. Une fois à la maison, j'ai immédiatement appelé Jeanne Parlier et lui ai décrit la proposition en détail. Elle a confirmé que cela correspondait au schéma classique de démission forcée et m'a fortement déconseillé d'accepter. Tenez bon et laissez-les faire le prochain pas formel tout en continuant à accumuler des preuves. Le soir même, j'ai ouvert un nouveau document sur mon ordinateur portable, avec Jeanne connectée en vidéo, et j'ai commencé à construire la feuille de calcul complète de la réclamation. Nous avons détaillé le salaire de base calculé au prorata jusqu'à une éventuelle date de licenciement à 13 300 €, les congés payés accumulés de 140 heures évalués à 12 350 €, et les remboursements de frais en suspens totalisant 3 800 €, pour un sous-total courant de 28 500 € en montants immédiats. La liste s'est allongée à partir de là. La clause de prime annuelle pour 2025 de mon contrat de travail de 2018 promettait 80% du salaire de base pour l'atteinte des objectifs de revenus biologiques, que nous avions dépassé de 14%,
ce qui équivalait à 136 800 € payables à la cessation d'emploi pour quelque raison que ce soit. Les options sur actions accordaient 50 000 unités, acquises automatiquement en cas de changement de contrôle, actuellement évalué à une valeur marchande de 1 045 000 €. Les conditions d'indemnité de départ spécifiaient 18 mois de maintien de salaire à 304 000 €, plus la couverture continue des avantages sociaux estimés à 29 450 € pour l'assurance maladie et les régimes connexes. Le chiffre complet atteignait 1 425 000 €, avec des intérêts légaux supplémentaires s'accumulant selon le droit français à partir de la date où ils ont présenté le choix. Ligne par ligne, nous avons formaté chaque entrée en rangée codée par couleur, en joignant des références aux clauses contractuelles, aux indicateurs de performance et aux rapports d'évaluation. Je me suis souvenu de mon grand-père, Eugène Dubois, le contremaître agricole de longue date qui a passé 30 ans à défendre les droits des travailleurs. À 15 ans, pendant mes services du week-end dans une boutique biologique de quartier, il m'avait inculqué l'importance de ne jamais laisser les cadres en costume te marcher dessus. Comprends tes droits, exerce-les, et refuse d'accepter les limites qu'on t'impose pour des raisons qui n'ont rien à voir avec tes capacités. Ces conversations me sont revenues alors que je dupliquais le fichier finalisé sur plusieurs disques durs externes chiffrés, conservés dans des endroits sécurisés distincts. L'exercice semblait à la fois clinique et stimulant. Jeanne a vérifié chaque calcul, s'assurant que les totaux résisteraient à un examen minutieux et qu'une démission conditionnelle correctement formulée resterait exécutoire en vertu de la jurisprudence française. Nous avons peaufiné la formulation en une seule phrase jusqu'à ce qu'elle ne laisse aucune ambiguïté, son effectivité ne serait déclenchée qu'à réception du règlement complet en vertu du contrat et de la loi. La session a duré longtemps, mais la finalisation du document m'a apporté un sentiment de contrôle au milieu de l'incertitude. La proposition de Gérard avait été délibérément insultante, réduisant ma rémunération de près de moitié pour le même travail. Pourtant, elle m'a fourni l'ouverture dont j'avais besoin pour exiger ce qui m'était contractuellement dû. Je songeais à la façon dont les opérations quotidiennes de l'entreprise dépendaient encore des cadres que j'avais mis en place, des systèmes que personne d'autre ne maîtrisait avec la même aisance. Thomas pouvait générer de l'enthousiasme grâce à des publicités en ligne astucieuses, mais la stabilité sous-jacente provenait de la confiance des fournisseurs et de la connaissance des processus que j'avais développés au fil des années d'engagement direct. La préférence n'était plus implicite, elle était explicite dans la restructuration elle-même. Jeanne a conclu en me rappelant de rester calme quelle que soit l'escalade. J'ai éteint l'ordinateur portable, le poids de la préparation s'installant comme une détermination tranquille. La feuille de calcul était plus que des chiffres, elle représentait la preuve indéniable de contribution qu'ils ne pouvaient pas rejeter. Le parti pris qui motivait leur décision était profond, mais les preuves que je détenais l'étaient encore plus. Le sommeil est venu lentement cette nuit-là, l'esprit parcourant les issues possibles, mais les fondations étaient solides. J'avais transformé leur tentative de me diminuer en une voie claire vers la responsabilisation. Un courriel de l'assistante de Lorraine est arrivé dans ma boîte de réception, exigeant une réunion immédiate dans la salle de conférence familiale. J'ai imprimé la lettre de démission conditionnelle que Jeanne et moi avions perfectionnée 4 semaines plus tôt, les plié soigneusement, les glisser dans la poche de ma veste et m'y suis rendu sans me presser. Gérard, Lorraine, Thomas et Carla Normand des ressources humaines étaient déjà positionnés d'un côté de la longue table en acajou, leurs dossiers alignés comme un tribunal. J'ai pris la seule chaise qui leur faisait face et me suis assise calmement, les mains croisées. J'avais répété ce moment d'innombrables fois dans ma tête. Gérard a commencé avec une courtoisie répétée, me remerciant d'être venu à si court préavis et disant qu'il devait discuter de mon avenir au marché bio du bois. Traduction, il me laissait partir pour faire de la place à quelqu'un de plus jeune et de moins cher. Lorraine a suivi avec son ton de regret étudié, reconnaissant mon long service mais insistant sur le fait qu'il était temps pour tout le monde, y compris moi, de passer à de nouveaux chapitres et de permettre à Thomas d'assumer pleinement le leadership, comme le voulait la tradition familiale. Ils ont poussé un dossier manie sur la surface polie. À l'intérieur se trouvaient 2 documents pré-rédigés. Le premier offrait une démission immédiate avec 3 semaines d'indemnité de départ, 10 450 €, plus le paiement des congés accumulés et une référence neutre pour de futurs employeurs. Le second proposait un licenciement pour cause de restructuration sans indemnité de départ, sans paiement des congés, et une note au dossier de suppression de poste, qui ne serait pas favorable aux yeux de futurs recruteurs. C'était une menace brutale enveloppée dans un langage d'entreprise. Si je signais leur version, je renoncerais à tous mes droits de contester le traitement pour cette modique somme. J'ai étudié leur visage.
Gérard a jeté un coup d'œil à sa montre, probablement déjà mentalement à ses plans du week-end. Lorraine arborait un léger sourire de victoire anticipée. Thomas s'est adossé, les bras croisés, rayonnant de confiance. Carla des ressources humaines gardait une expression neutre, son stylo en suspens au-dessus de son bloc-notes. J'ai pensé aux paroles de mon grand-père. Ne signe jamais rien sous pression. Ne laisse jamais les gens de pouvoir t'intimider simplement parce qu'ils ont des titres. J'ai parlé d'une voix égale. Je démissionnerai, mais à mes propres conditions, avec ma propre lettre. Leur soulagement fut instantané. Gérard a souri largement, qualifiant cela de « décision professionnelle ». Il a fait un geste vers leur document préparé, prêt à être signé. J'ai répété que je rédigerais la mienne. Les sourires se sont effacés. Gérard a hésité. Il ne pouvait pas dicter le libellé de ma démission personnelle sans admettre la coercition. Il a cédé mais a insisté pour la recevoir avant la fin de la journée. J'ai promis de la livrer dans l'heure et me suis levé pour partir. De retour à mon bureau, j'ai verrouillé la porte, ouvert l'ordinateur portable et affiché la lettre d'une seule phrase que Jeanne et moi avions affinée au fil de multiples révisions. Elle faisait 42 mots, précise et inattaquable. Je l'ai lue une dernière fois, j'ai envoyé un aperçu chiffré à Jeanne pour un dernier feu vert, et j'ai reçu sa réponse immédiate, envoyez-la telle quelle. Je l'ai imprimée sur du papier à en-tête de l'entreprise, j'ai signé à l'encre bleue avec mon nom légal complet, et j'ai fait 4 copies, une pour les ressources humaines, une pour mes dossiers, une pour Jeanne, une pour mon coffre-fort à la banque. 40 minutes plus tard, je suis retourné dans la salle de conférence. Ils étaient toujours là, des tasses de café maintenant devant eux, discutant nonchalamment comme si l'issue était scellée. J'ai tendu la lettre à Gérard sans un mot. Il l'a parcourue rapidement, la lisant à peine, et l'a déclarée acceptable. Lorraine a demandé une confirmation écrite des détails de l'indemnité de départ, des montants et du calendrier. J'ai listé les congés accumulés à 140 heures et les dépenses non remboursées d'un récent voyage chez un fournisseur à 3 800 €. Ils ont accepté avec dédain, se levant déjà pour mettre fin à la réunion. Carla a mentionné la restitution du matériel de l'entreprise, ordinateur portable, badge d'accès, carte de crédit. J'ai hoché la tête, j'ai quitté la pièce en fin d'après-midi, et j'ai commencé à emballer mes effets personnels dans des boîtes en carton, les photos de famille de mon bureau, la tasse à café que mon équipe m'avait offerte pour un anniversaire marquant, la petite plante de bureau d'une célébration d'il y a des années, mon stylo plume préféré d'un ancien mentor. Des messages de membres de l'équipe confus inondaient mon téléphone, mais j'ai suivi les instructions strictes de Jeanne, silence complet jusqu'à ce qu'il découvre le piège. Je suis rentré chez moi alors que la lumière déclinait, j'ai placé les boîtes dans mon salon, je me suis versé un verre de vin, et j'ai attendu dans le silence, radio muette comme prévu. Mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu de Lyon. Je l'ai laissé sonner 4 fois avant de décrocher. Sophie Dubois à l'appareil. Mademoiselle Dubois, ici Cédric Valois, directeur juridique du marché bio du bois. Je dois vous parler immédiatement de la formulation de votre lettre de démission. Sa voix portait une pointe d'urgence contenue. J'ai ouvert l'ordinateur portable, affiché la feuille de calcul de 60 lignes que Jeanne et moi avions perfectionnée, et me suis adossé. Bien sûr, monsieur Valois. Quel semble être le problème? Il y a une certaine ambiguïté autour de la phrase cessation de tout effet. Pourriez-vous expliquer ce que vous entendiez par là? C'est tout à fait clair. Ma démission ne devient effective que lorsque l'entreprise a payé intégralement toutes les sommes dues en vertu de mon contrat de travail et du droit français. Jusqu'à ce que ce paiement arrive, la démission n'a aucune force juridique. Je reste une employée à part entière, mon salaire continue, mes avantages sociaux sont intacts, mon accès est préservé. Un lourd silence s'est étiré au bout du fil. J'ai entendu des papiers se froisser, des voix étouffées se concerter en arrière-plan. Pourriez-vous répéter cela, s'il vous plaît? Certainement. La démission est conditionnelle. Elle s'active au moment, c'est-à-dire seulement après du règlement complet. C'est une interprétation contractuelle standard. Un événement dépendant d'un autre. Plus de bruissement, puis un ton plus sec. Et que prétendez-vous qu'on vous doive? Je lui ai détaillé les chiffres principaux sans me presser. Le total s'élève à 1 425 000 €. Cela inclut les options sur actions acquises d'une valeur de 1 045 000 € en vertu de la clause de changement de contrôle, plus 18 mois d'indemnité de départ à 304 000 €, le maintien des avantages sociaux,
la prime au prorata, le paiement des congés et les frais. Quelque chose a cogné doucement à son bout du fil. Sa voix a monté d'une demi-octave. Vous affirmez que nous vous devons 1 425 000 €? Exactement ce montant, plus les intérêts légaux s'accumulant à partir de la date de votre ultimatum, comme le prévoit le droit français. Et comme la démission n'a pas pris effet, mon tarif journalier de 665 € continue de courir, ainsi que la couverture santé, l'abondement de l'entreprise sur mon plan d'épargne salariale, et tous les autres droits des employés. C'est ridicule. Vous ne pouvez pas sérieusement, en fait, si. Jeanne Parlier a examiné la lettre de manière exhaustive. Les démissions conditionnelles sont parfaitement valides en France et ont été confirmées à plusieurs reprises par les tribunaux. Vous m'avez présenté un choix forcé, démissionner ou être licencié. J'ai choisi la démission, mais à des conditions qui garantissent ce à quoi j'ai légalement droit. Vous avez accepté le document sans l'examiner attentivement. Cette négligence est de votre côté. Nous contesterons cela en justice. Faites donc. La phase de communication des preuves serait intéressante. J'ai 15 ans de dossiers démontrant un traitement inéquitable et un licenciement déguisé, des courriels de Gérard discutant de la nécessité d'éliminer le personnel vétéran mieux payé pour améliorer la structure des coûts, des enregistrements audio réalisés légalement lors de réunions où Lorraine parlait de remplacer le personnel expérimenté par des employés plus jeunes qui ne contesteraient pas les décisions, des messages de Thomas me qualifiant de dépassé et incapable de s'adapter. Chaque élément horodaté, stocké en toute sécurité à plusieurs endroits, entièrement admissible. Le silence qui a suivi semblait absolu, le genre de silence qui signale que quelqu'un réalise qu'il a donné à son adversaire une main gagnante. Alternativement, ai-je poursuivi d'une voix égale, régler le montant contractuel. Je signerai une décharge standard avec une clause de non-dénigrement mutuel, et nous irons tous de l'avant. C'est votre décision. Rappelez-vous simplement que chaque jour de retard ajoute à la fois les intérêts et mon salaire continu. Le temps presse. Il a raccroché sans un autre mot. J'ai posé le téléphone, le pouls régulier, et j'ai attendu la suite. L'équilibre du pouvoir avait basculé en une seule conversation. Lorraine a appelé ensuite, sa colère à peine contenue. « Tu nous as trompés », a-t-elle crié avant même que je puisse la saluer. J'ai soumis une démission valide, ai-je répondu calmement. Vous l'avez acceptée sans la lire attentivement. 4 personnes se trouvaient dans cette pièce, y compris les ressources humaines, et personne n'a repéré la clause conditionnelle. Ce n'est pas ma responsabilité. Le conseil d'administration est furieux. Gérard reçoit des appels des actionnaires familiaux. Ils veulent savoir pourquoi nous sommes soudainement confrontés à une dette de 1 425 000 € envers quelqu'un que nous avons laissé partir. Vous ne m'avez pas laissé partir. C'est là toute la question. La démission n'a pas pris effet. Nous ne paierons pas un centime de ces options ou de cette prime. Alors gardez-moi comme employé. Continuez mon salaire, mon assurance, tout. Puisque mes fonctions ont été réattribuées, je suis essentiellement payé à ne rien faire, ce qui me convient très bien. Je peux attendre. Elle a bafouillé, cherchant ses mots. Nous allons te poursuivre pour, pourquoi? Avoir rédigé une démission légale avec des conditions suspensives? Connaître mes droits contractuels? Bonne chance. Je lui ai rappelé que j'avais déjà déposé une plainte auprès du Conseil de prud'homme pour traitement inéquitable, étayée par des documents sur plusieurs employés vétérans remplacés par des recrues moins bien payées et plus récentes. L'enquête pourrait durer des mois, voire des années, et chaque retard ne ferait qu'augmenter les dommages potentiels. Elle a mis fin à l'appel brusquement. Quelques minutes plus tard, mon courriel professionnel s'est réactivé. Quelqu'un de leur côté avait paniqué et restauré mon accès, probablement après un avis juridique indiquant que me bloquer l'accès tout en étant techniquement toujours employé pourrait créer des problèmes supplémentaires. Je me suis connecté et j'ai trouvé une chaîne de courriels internes transférés entre Gérard, Lorraine, Thomas, Cédric Valois et plusieurs avocats externes. L'objet était, urge, démission Dubois, risque juridique. Ils avaient fait circuler ma lettre à une demi-douzaine de cabinets d'avocats spécialisés en droit du travail. Chaque réponse confirmait la même chose, la démission conditionnelle était valide et exécutoire. Un avocat a écrit sans détour, vous avez accepté une démission conditionnelle sans en reconnaître la condition. Elle a raison concernant la prime, les options et l'indemnité de départ. Recommandons un règlement immédiat pour éviter une plus grande exposition sur la plainte pour discrimination. Cédric a rappelé plus tard dans la soirée.
L'entreprise souhaite résoudre ce problème rapidement et à l'amiable. Je vous écoute. Nous sommes prêts à offrir 902 500 € à titre de règlement complet et final de toutes les réclamations. C'est moins que le minimum contractuel. Je passe. Soyez raisonnable. Je le suis. Je demande exactement ce qui m'est dû, rien de plus. Vous avez essayé de me pousser dehors avec 3 semaines de salaire après 15 ans. Ce n'était pas raisonnable. 1 140 000 €, dernière offre. Décidez maintenant. 1 662 500 €, honoraires d'avocat inclus. Jeanne a été occupée. Virement sous 20 jours ouvrables, plus une lettre de recommandation signée de Gérard sur papier à en tête de l'entreprise déclarant que j'étais une employée exemplaire qui a apporté des contributions significatives au succès. Non dénigrement mutuel. Gérard ne signera pas ça. Alors je reste employé et j'intente une action en justice demain matin. C'est votre choix. Le retard coûte le salaire journalier plus les intérêts. Une fois le litige commencé, le chiffre augmente avec les dommages moraux et les dommages-intérêts punitifs. Il a rappelé avant minuit. Marché conclu. Fonds virés sous 20 jours. Recommandation d'ici vendredi. Nos avocats enverront l'accord demain. Le virement est arrivé à temps, 1 662 500 € plus les frais. Un courrier Chronopost a suivi avec la signature de Gérard sur papier à en tête, louant mes 15 ans de service exemplaire et mes contributions opérationnelles inestimables. Je doute qu'il l'ait écrite lui-même. Jeanne a examiné l'accord de règlement de 50 pages, langage de décharge standard, non dénigrement mutuel, confidentialité des termes. J'ai signé cette nuit-là. Le sommeil n'est pas venu facilement. Les souvenirs de mon grand-père ont refait surface avec force, ses histoires de lutte pour un traitement équitable, sa fierté lorsque j'ai rejoint l'entreprise familiale. J'ai regardé mon téléphone alors qu'il sonnait une fois avec le numéro de Lorraine et je l'ai laissé passer en messagerie vocale. La victoire semblait complète sur le papier, mais le coût personnel persistait. L'entreprise a commencé à perdre des fournisseurs biologiques clés presque immédiatement. Thomas, malgré tout son talent en marketing, ne connaissait pas les histoires personnelles ou les accords tacites que j'avais construits au fil des ans. Un producteur de longue date s'est retiré complètement après un renouvellement mal géré, citant une « rupture de confiance ». D'autres ont suivi avec des livraisons retardées ou des exigences plus élevées. Les fissures se sont propagées plus vite que quiconque ne l'avait prévu. Les conséquences se sont déroulées progressivement. Gérard a perdu son poste de président-directeur général lorsque le conseil de la famille élargie l'a évincé après une chute de 30% du chiffre d'affaires trimestriel. La baisse était trop forte pour être expliquée uniquement par les conditions du marché. Lorraine a démissionné de son poste de directrice financière peu de temps après, citant officiellement des « divergences stratégiques » avec la nouvelle direction, mais la tension de voir l'entreprise qu'elle avait aidé à construire s'affaiblir a clairement joué un rôle. Thomas est resté au sommet sur le papier, mais il luttait quotidiennement avec les réalités de la gestion des opérations sans les fondations que j'avais fournies. Un après-midi particulièrement difficile, un grand producteur de longue date a résilié purement et simplement son contrat d'exclusivité, et j'ai appris que Thomas était resté seul dans son bureau par la suite, visiblement secoué alors que tout le poids de l'absence de ses liens établis le frappait. Les clients ont commencé à remarquer des manques, leurs articles préférés plus souvent en rupture de stock, une qualité variant d'une livraison à l'autre. La base fidèle que nous avions cultivée au fil des ans a commencé à se tourner vers des concurrents qui offraient de la constance. La marque qui représentait autrefois la fiabilité sur le marché biologique local a lentement perdu son avantage. D'anciens collègues me tenaient au courant par des messages occasionnels, décrivant comment les réunions internes devenaient tendues alors que les chiffres continuaient de chuter. J'ai choisi une séparation complète dès le début. Aucun contact, aucune nouvelle sollicitée, aucune présence aux événements familiaux. La rupture était absolue. À 40 ans, je suis passé à une semi-retraite, acceptant des projets de consultation sélective pour des entreprises de taille moyenne dans le secteur biologique à 550 € de l'heure. Le travail se concentrait sur l'optimisation des chaînes d'approvisionnement et le renforcement des réseaux de fournisseurs des domaines où mon expérience apportait des résultats immédiats. Les demandes affluaient régulièrement à mesure que ma réputation se propageait discrètement dans les cercles de l'industrie. 4 de mes anciens membres d'équipe m'ont contacté individuellement après avoir subi des pressions similaires pour se retirer. J'ai mis chacun d'eux en contact avec Jeanne, les guidant dans la documentation et la stratégie.
3 ont obtenu des règlements à 6 chiffres qui reconnaissaient correctement leur contribution. La 4e a choisi de rester employée pendant que l'entreprise calculait le coût de la pleine conformité avec son contrat. Ces succès m'ont rappelé à quel point il est rare que l'équité arrive sans insistance. En y réfléchissant maintenant, la leçon principale ne concerne pas le règlement financier, bien que la sécurité qu'il m'a procurée ait tout changé pour moi. Il s'agit de refuser de laisser les préjugés ou la tradition diminuer ce que vous avez construit par un effort authentique. Les entreprises familiales peuvent porter des attentes qui n'ont rien à voir avec le mérite, et s'y opposer demande de la résolution. Connaître les protections du droit du travail français et les droits contractuels, les lois antidiscrimination, le pouvoir de tenir des dossiers minutieux vous donne les outils pour protéger votre valeur lorsque d'autres tentent de l'effacer. L'équité au sein de la famille n'est pas toujours naturelle. Parfois, elle exige des limites claires. J'ai renoncé à une implication quotidienne avec les personnes qui m'ont élevé, acceptant la distance permanente comme le prix du respect de soi. Vivre de manière indépendante maintenant, en choisissant des projets qui correspondent à mon expertise, me semble être la liberté authentique. Le coût émotionnel persiste les soirs tranquilles. Mais l'alternative à accepter un rôle moindre défini par la vision limitée de quelqu'un d'autre n'a jamais été une option. Pour quiconque entend cette histoire, mon espoir est simple. Reconnaissez la valeur de vos contributions. Défendez-les sans vous excuser. Et ne laissez jamais les liens familiaux ou les suppositions dépassées vous convaincre que vous êtes remplaçable. C'est vous qui déterminez votre valeur.